le Parti conservateur du Québec qui faisait un post-mortem samedi de cette campagne électorale. Et quelques jours auparavant, sur notre site, ailleurs, on pouvait lire « Déchirement », on est furieux et tout ça. Et c'est un peu surréaliste parce que M. Duhem a quand même, pour mémoire, c'est un fait, pris un parti qui était à 0,4, puis il l'a amené à 14 là, à peu près. Là. Donc, mais on va écouter M. Duhem qui dit, c'est vrai qu'il faut faire des ajustements, puis tout ça, puis je vais vous écouter là-dessus, mais quand je me compare, je me console. On l'écoute. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Quand je vois que Dominique Anglade a perdu son organisateur en chef, elle vient de mettre une députée dehors, elle a perdu son directeur des communications. Puis quand je regarde M. Legault aussi avec un paquet de députés qui sont pas très heureux de ne pas faire partie du Conseil des ministres, je pense que nos problèmes sont relatifs par rapport aux autres. Mais il y a reconnu, Christian, je vous donne la parole, il a reconnu que oui, bien sûr qu'il y avait des problèmes d'organisation, que c'était presque un miracle qui est passé à travers la campagne. Oui, je trouve que ça va vraiment très bien pour Éric Duhem. Ça fait un gros contraste avec les libéraux de Dominique Anglade, parce qu'après l'élection, qui a été pour lui un résultat crève-cœur, parce qu'il n'a pas été capable d'élire un seul député, ce qu'il pouvait craindre, c'est que, en fait, notre système politico-médiatique l'ignore. Parce qu'on sait qu'Éric Duhem, au départ, n'est pas très valorisé par la plupart des commentateurs et des chroniqueurs. Or, depuis l'élection, il n'est pas du tout ignoré. On parle systématiquement de lui. Et le congrès de la fin de semaine, en fait, pour lui, c'est bien. Bon, qu'il y a un bilan, qu'il y a des gens qui le critiquent, c'est pas grave, c'est qu'il a l'air modéré. Ce matin, j'écoutais une émission de Pénélope McQueen à Radio-Canada, puis il y avait les spécialistes en radicalisation de l'Université de Sherbrooke qui disaient qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, la personne qui est le plus critiquée par les complotistes, c'est Éric Duhem. C'est très bon pour lui, vous comprendrez, parce que ça il est vu comme un traître. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une bonne chose parce que on le sent d'ailleurs. Parce qu'on parle de lui. C'est important qu'on parle de lui. Puis, quelque part, il a l'air modéré par rapport à une partie de sa gang qui peut être franchement un peu inquiétante. Oui. Émilie. Bien, c'est intéressant parce que durant la campagne électorale, je me souviens de Éric Duhem qui disait qu'il voulait faire entrer la grogne au Parlement. C'est d'ailleurs une citation qui avait beaucoup fait parler. Puis c'est un peu comme si la grogne sur laquelle il a surfé ou la colère populaire sur laquelle il a voulu harnasser est en train en partie de se retourner vers lui, ou du moins il semble avoir de la difficulté à avoir la main sur une partie de ses membres. Je pense que dans les prochains mois, justement, vu qu'il n'est pas au Parlement, il y a tout le loisir d'aller faire la tournée dans les régions pour parler à ses membres. Mais reste que c'est un mouvement qui est basé, qui est vraiment un mouvement, en fait, qui est basé sur un mouvement protestataire, sur une colère. Et c'est pas difficile, c'est pas facile, c'est-à-dire à gérer. C'est pas facile à transformer ce genre de mouvance-là en parti politique qui va faire des assemblées générales et des congrès et des assemblées. C'est très difficile comme conversion, puis je pense qu'il semble être aux prises avec ce défi-là. Et il y a une partie des gens pour qui, je pense, qui vont constater que l'exercice normal de la politique ne les intéresse pas, et puis il y a une partie qui va rester. Oui. Un peu comme chez QS, mais à gauche, où il y a encore une crise de croissance, puis on se demande quel élément plus à gauche on enlève ou pas de la plateforme du programme, etc. Stéphanie Grandmont. C'est sûr qu'il y a ce phénomène-là, mais en même temps, M. Duhem, lui, a beaucoup misé sur la colère de ses membres face aux mesures sanitaires, face à la pandémie. Et donc, il s'est retrouvé à avoir une base qui était à 50 constituée de gens qui étaient complotistes, là, de ce que les sondages, de ce qu'on avait comme études. Maintenant, ces gens-là, si la pandémie s'essouffle, si les mesures sanitaires disparaissent, éventuellement, est-ce qu'il va y avoir encore autant de souffle? Ça me paraît difficile. C'est vrai qu'il a réussi à aller chercher 13 des voix. C'est quand même étonnant là, qu'un parti, en si peu de temps, aille chercher une telle base. Mais est-ce qu'il va rester à ce niveau-là? Ça va dépendre du fait est-ce qu'il va pouvoir prendre un virage avec vraiment des positions de droite plus affirmées sur différents dossiers. Mais là, pour l'instant, ce qu'il y avait dans sa plateforme, c'était pas très convaincant. Christian, conclusion. Juste une rectification, parce qu'on répète toujours ça, en fait, puis c'est ironique. C'est à partir d'une étude de l'Université de Sherbrooke et qui disait que c'est pas que 50 des supporters de Éric Duhem sont complotistes. C'est 50 des gens qui se disent complotistes voteraient pour Éric Duhem.
C'est répété sans cesse. Et ça, c'est une erreur assez fondamentale. C'est clair qu'il faut qu'il dépasse les mesures sanitaires, mais il est en train de les dépasser. Je pense que leur thème est clair. Le Joanne Marcotte, qui est très près de lui, l'a dit, c'est la liberté, leur thème. Moi, c'est un thème porteur. Moi, ce que je vois, c'est un parti qui, au départ, était très ostracisé, très démonisé, qui est en train de se donner une légitimité. Et il est chanceux. Depuis l'élection, il n'y a pas eu un député, mais le contraste avec Dominique Anglade est fascinant. Éric Duhem est chanceux. OK. Dominique Anglade, donc, on peut se dire, c'est qu'elle n'est pas chanceuse.